Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Faire de la musique, c'est... Moi, je suis plus là. Tu vois, quand je fais de la musique, je suis pas là. En écoutant la série Beatmakers d'Arte Radio, je me suis dit, c'est cool de parler de ces créateurs de l'ombre. Mais si les beatmakers sont dans l'ombre, où sont les beatmakers ? Sur 20 épisodes, 19 hommes, une femme. Ça m'a fait bizarre. Je suis sortie avec quelques beatmakers dans ma vie. Je me suis déjà dit que ce qui me plaisait chez eux, c'était peut-être moins eux que le fait qu'ils bricolaient avec toutes ces machines, câbles et logiciels pour en sortir un son qui me faisait bouger la tête et taper du pied. Alors même que j'écoutais beaucoup de rap, que je pouvais donner mon avis sur leur production ou celle des autres, jamais je n'ai pensé une seconde que je pourrais apprendre à faire ça. Faut dire qu'à cette époque lointaine, celle de la MPC 3000, les meufs servaient surtout à mettre du sucre sur les instrus. Escúchela, la ciudad respirando. She said put it in her mouth. I mean her motherfucking mouth. Pourtant, moi aussi, je me régalais quand j'entendais un refrain de Jay-Z ou une boucle de J.D. Moi aussi, il me fallait ma dose quotidienne de Pete Rock ou de Timbaland. Mais jamais je n'ai été invitée à ces séances de studio où les gars, assis, jambes écartées, passent des nuits à fumer des spliffs, manger des grecs et à faire un morceau. Je me retrouvais soit à une place de muse, soit à une place de chieuse. Alors qu'en fait, je voulais juste être à leur place. Et comme eux, faire du boom bap. « 20 ans après, il faut un peu chercher pour les trouver. Mais dans les recoins de Google, SoundCloud et YouTube, les beatmakers sont là. Je suis allée en rencontrer 3. Pas pour les quotas, mais pour leur talent et leur style différents. Elles s'appellent Vicky R, Flore et The Marv. Chacune me raconte comment elle a fait pour devenir beatmakeuse et me parle d'un morceau de sa composition qui lui tient à cœur. Celui qui fait figure de tube à ses yeux. Ça devait être peut-être la 3e instru de la soirée. J'avais un pizzicato, je jouais. Et après, il y a une petite mélodie qui est venue. Vicky R est beatmakeuse afro-hip-hop. Pour elle, Timbaland, c'est Jésus. Elle me parle de son morceau Plan B. Qui faisait pain, 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 pain. Ça faisait juste ça. Donc je me suis dit, ça va aller sur du BPM 103. J'avais un morceau en tête. C'était Contrôle de Malik Berry. Je m'appelle Vicky, j'ai 22 ans. Je suis rappeuse et beatmakeuse. Je vis entre Paris, Lille et Libreville. Le beatmaking, j'ai commencé en 2008, donc j'avais 12 ans, 11-12 ans, ouais. J'étais venue en vacances en France vu que je vivais à Libreville. Et je suis allée en studio avec un de mes cousins, puis il avait un groupe à l'époque. T'arrives, tu vois, des grands gaillards, mon cousin avait 26 ans. Moi, j'étais là, j'étais toute petite, j'étais timide. Et ça criait, c'était « Ouais, ça va, machin, t'es la cousine des dents, ouais. » Je savais même pas quoi dire, en fait. Je parlais pas trop avec eux, je les observais vraiment, mais j'ai vraiment bien aimé ce qui se dégageait de là, en fait. C'est le fait d'être là, d'échanger, qu'ils soient là, qu'ils travaillent tous ensemble. Je me rappelle, il y avait un pianiste très très fort et ils jouaient en impro et ils enregistraient. J'ai dit, waouh, j'aimerais trop faire ça, en fait. Et j'ai demandé à mon cousin, j'ai dit, ouais, est-ce que tu peux m'apprendre ? Il m'a installé Fruity Loops. Après, vu que je suis assez autodidacte, j'ai regardé sur YouTube, j'ai appris, j'ai cherché, mais je lui envoyais toujours ce que je faisais. Il faisait des modifs, moi j'arrive, je reçois le truc, c'est complètement changé. Je vais dans les paramètres, je regarde ce qu'il a mis comme effet, ce qui rend le son propre, ce qui enlève les bruits de fond, tout ça. Et il m'a pris au sérieux tout de suite. Et surtout que, encore une fois, il s'est dit, c'est un truc d'homme, mais j'aimerais voir comment elle pourrait s'en sortir là-dedans, en fait. Quand je suis venue, j'étais encore très hip-hop gabonais, tout ça. Baponga, Koba Building, Mauvaise Haleine, ils sont dans mon top 5 des meilleurs artistes de toute la vie.
Yo, on est de ces rares disciples qui participent par l'artistique à rendre la life moins hard ici. Ils avaient un label, Eben Entertainment, et franchement, ils ont révolutionné la musique gabonaise. Et moi, ils m'ont donné envie de faire de la musique. C'est ça ce point en fait. Ça a l'air nul. En bref, l'art se sacrifie, puisse mes phrases parvenir à la ministre. Faut-il qu'on mendie, qu'on agisse en bandit, qu'on attende que la pitié du ministère grandisse, qu'on s'asseye par terre comme Luther King ou Gandhi, ou qu'on pose des bombes à la manière indépendantiste. C'est juste un droit de base qu'on brandit. Vous avez tous jugé sur mes zigs, restez tranquille. Nul besoin d'être bandit pour voir ce dont je parle, mais n'y pensez. Quand je suis revenu en 2012, il y a une nouvelle tendance qui est arrivée, c'était la tendance jazzée. Genre c'est un truc qu'ils ont créé au Gabon. C'est des instrus vraiment à des BPM qui vont de 100 à 105 et à tendance afro. Et c'est là aussi où moi j'ai pris mon virage. Mes meilleurs prods, c'est les prods afro. C'est mon domaine de... Là, maintenant, là, BPM 103, prod afro. C'est les meilleurs prods que je puisse sortir. Pam, 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 pam. Donc j'ai joué cette mélodie-là et j'ai joué toutes les mélodies après. Parce que moi, quand je compose, je fais d'abord les mélodies. Mais je sais déjà quel genre de drum je vais jouer. La couleur que je veux qu'ils aient, en fait. J'avais une autre mélodie qui faisait pam 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 padam padam. Et là, pour accompagner du coup ces deux-là, je voulais un instrument lourd. Donc j'ai mis une brasse très lourde en fait qui va limite venir manger entre guillemets les autres instruments. Mais il fallait ça en fait. Ça annonçait la couleur directement de l'instru. Et du coup elle faisait ça. Je voulais à tout prix faire un morceau dancehall un peu, avec beaucoup de mélodies, beaucoup de transitions, beaucoup de battements dans l'instru au niveau des drums. Ce morceau s'appelle Plan B. Quand je l'ai fait, je savais que j'allais poser dessus moi-même. J'écrivais en même temps ce jour-là. Il dit non, je ne veux que toi, non, je ne veux pas d'une note, que tu es la seule qui compte, qu'il faut que tu oublies les autres, que le bonheur est dans ses bras et qu'avec lui tout sera rose. Tadam. Tu vois, j'ai des mélodies qui me viennent. C'était le 3e morceau de la soirée. Et il devait être 3h quand j'ai commencé. Je suis sortie du studio à 6h du matin. Même avant de me coucher, j'ai écouté, j'ai dit c'est trop lourd, j'étais contente, j'ai dit c'est trop bien. Même quand je suis arrivée au Gabon et qu'on a eu la grande réunion au studio et tout, on s'est tous retrouvés cet été-là. Dans mon label, on est 11, 3 artistes et tout le reste, c'est des beatmakers, dont 2 managers. Et à chaque fois, j'envoie mes instruments, ils me disent ouais, bon, on peut mieux faire. J'ai dit là, vous êtes même pas prêts et tout. Je dis c'est où, je vous fais écouter. Et tout le monde a écouté. Nix, qui est un de mes producteurs aussi, il a produit Attila de Booba. Il m'a dit là, tu tiens ta couleur musicale. Il m'a dit tu devrais plus faire des trucs. J'étais contente, j'ai dit je vous avais dit que c'était lourd et tout. Et je lui ai dit de me laisser, que je ne suis pas du genre et qu'avec lui je veux pas me poser. Tu sais, c'est le genre de gars que j'ai beau next et qui n'en fait qu'à sa tête. Il me dit non, je ne veux. Il fallait que ce soit un club banger, un truc qu'on puisse écouter du coup en boîte, un son festif. Et là, tout le monde était content. Et en plus, c'était l'été, c'était les vacances, il faisait beau. Quand j'écoute l'instru, j'ai les mêmes émotions que j'avais au moment de la composition en fait. Tu vois, je t'en parle, regarde, j'ai le sourire, je suis contente. C'est vraiment un bon souvenir. En ce moment, j'écoute beaucoup Burna Boy, Kiff No Beats. Travis Scott, son dernier album, Astro World. J'aimerais produire ou écrire pour Aya Nakamura. Je pense que ça pourrait matcher, qu'on pourrait bien s'entendre musicalement parlant. Si la musique marche, que je perce vraiment, que j'atteins les objectifs que je me suis fixés, je pense qu'à 40 ans, j'aurais lancé mon label et je produirais des artistes gabonais. C'est important pour moi et il y a tellement de talent là-bas et je me dis que je dois, entre guillemets, bien ça à mon pays en fait. Il y a 2 choses que je retiens de cette histoire. C'est que Vicky a commencé le beatmaking à 12 ans seulement et que Edan, le cousin qui l'a emmené en studio pour la première fois, porte vraiment bien son prénom.
J'ai un ordinateur. Mon contrôleur principal, c'est un Push 2 qui me permet de synthétiseur que j'adore, qui s'appelle le Lyra 8. J'ai une espèce de curiosité made in Russie. Un rack là derrière qui s'appelle l'ATC1, qui est un synthétiseur analogique monophonique qui est vraiment de chez EMU parce qu'il avait un grain très particulier, très chaud. Un synthétiseur de chez Arturia, le Mini Brut 2S, qui est un semi-modulaire et qui est branché avec... Vas-y, pose-moi ta question. Donc comment je commence un morceau ? Flore est beatmakeuse bass music et prof de beatmaking. Elle déteste travailler en groupe et a fait un remix sur le label de Diplo. Elle me décortique le morceau Congo. Alors ça va dépendre, souvent ça arrive d'un sample que j'aurais découvert sur un disque ou c'est rigolo, j'écoute pas mal la radio et des fois les sons que je sample viennent d'émissions de radio puisque je trouve qu'en fait souvent un son va induire une mélodie. Enfin en tout cas moi des fois je fonctionne comme ça. La base du morceau, c'est ce sample-là de flûte. Je me rappelle plus exactement où est-ce que je l'ai trouvé. Il me semble que c'est dans une émission de radio, justement. Il a un côté assez nasillard, très dissonant, presque un peu métallique. On ne sait pas trop si c'est une flûte. Ça s'approche même d'un son d'accordéon. Moi, je suis souvent attirée par les sons dissonants, en fait. Je trouve que quand on est toujours à la limite de la justesse, en fait, moi, ça m'évoque souvent des choses. Donc, je sais pas, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'essayer d'écrire une séquence avec. Je m'appelle Flore, je suis DJ et productrice de bass music. J'ai un label qui s'appelle Polar, avec lequel on fait aussi des soirées. Et je suis formatrice spécialisée sur le logiciel Ableton Live. Si je fais ça, je vais en mettre un ici et un ici. Et ben là, c'est révolutionnaire, on n'a jamais entendu ça. Ce n'est pas Daft Punk qui a inventé ça. J'étais la seule femme à passer la certification. Et donc, en fait, quand je l'ai obtenue, je suis devenue la première femme en France à l'obtenir. Et la 7e dans le monde. Ce qui est quand même assez symptomatique de, du peu de présence des femmes dans les technologies liées à la musique. Souvent, un garçon va s'intéresser à un sujet un peu technique et puis du coup, il va fédérer autour de lui tout un tas de potes qui vont venir se greffer à son projet. Ce sont des milieux vraiment de copains, aussi bien pour les producteurs que même sur les personnes qui jouent sur scène. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, il y avait un gars qui avait l'habitude d'inviter ses potes. Et donc, en fait, l'idée, c'était pas volontairement d'écarter les femmes, mais c'est une habitude, en fait, qui se crée et qui fait qu'en fait, petit à petit, il n'y a simplement pas de place pour les femmes parce qu'on n'y pense pas, on pense pas à elles, en fait. Quand on me dit oui, mais attends, en même temps, elles n'ont pas les mêmes niveaux de notoriété que certains hommes, mais en même temps, c'est un cercle vicieux. Si vous les invitez pas à se produire devant un public, elles peuvent pas se faire découvrir par d'autres personnes et monter en notoriété. Surtout que la plupart des décideurs, que ce soit pour les festivals, les maisons de disques, les programmateurs même de clubs, ben voilà, ce sont des hommes. Donc en fait, il va vraiment falloir qu'ils arrêtent de faire les choses par facilité et il va vraiment falloir qu'ils se forcent à changer leurs habitudes. Déjà, moi, ce que je te conseille, c'est de faire Parce que du coup, moi, je me suis mis à 120. Ouais. Et quand j'ai mis à 90, ça me paraissait super plus long que vous. Ah bon ? Mais en fait, je pense que... Je me retrouve très souvent face à des classes qui sont 50-50, ou si c'est pas 50-50, ce sera peut-être 60% de garçons pour 40% de femmes. Ce qui est du coup génial. En tout cas, moi, ça correspond vraiment à mes convictions parce que moi, je veux de la mixité et rien que le fait d'être une femme à donner les cours fait que, en fait, moi, j'ai plus de participation féminine à mes cours et à mes workshops que mes homologues masculins. J'ai pas besoin de me faire des cours estampillés spécial femmes. Ce son de flûte, il m'évoquait un son de combat.
Et donc après, les éléments, ils sont venus se rajouter un peu dans cette intention-là. Le son de Tom que j'ai utilisé, c'est un enregistrement qui est super propre. Moi, j'avais vraiment envie d'un truc qui prenne beaucoup de place. Du coup, j'ai fait toute une série de traitements. On n'entend pas beaucoup les attaques, on entend surtout ces résonances. Et en fait, c'est intéressant parce que les résonances, elles sont un petit peu, une fois de plus, dissonantes. J'ai l'impression de mixer en même temps que je compose. Par les effets, par les volumes, par des choix aussi de placement dans ma stéréo. Il y a des choix très tranchés que je fais déjà très tôt, alors que je n'ai pas encore fini de mon morceau. L'idée, c'est de casser un peu les dogmes, justement, et de voir ce qui se passe quand on met un effet après un autre et contourner, en fait, ces espèces de règles. Parce que moi, mon idée, à ce stade-là, c'est pas de faire en sorte que mon morceau sonne bien. Mon idée, c'est de faire en sorte que mon son, il sonne comme ce que j'ai dans la tête. C'est le fait d'aller voir Björk en concert quand elle est passée à Lyon, je crois que c'était en 96, et notamment un artiste qui joue en première partie qui s'appelle Goldie, où là j'ai fait, c'est ça que je veux faire dans ma vie, et c'est ça que, en fait, j'avais l'impression que toute ma vie j'avais attendu ça. Je me rappellerai toute ma vie d'être englobée dans ce son qui était assez futuriste. Goldie, il a toujours eu une approche quand même cyber, on va dire, du son. Il avait des lasers de dingue, il y avait une chanteuse sur scène, presque gospel, j'ai envie de dire. Alors que lui, il était vraiment dans ces espèces de breakbeats très rapides qui passaient dans des effets et avec des jeux de stéréo. Il y avait le truc venu d'une autre planète. Ce qui a été un petit peu compliqué, ça a été de comprendre en fait comment on faisait ça, puisqu'à l'époque il n'y avait pas Internet. Je me rappelle être déjà entrée aussi dans des magasins de musique et d'avoir été très très mal accueillie parce que les vendeurs, spontanément, ils pensent que tu accompagnes ton petit copain, alors que non, excuse-moi, ça fait juste 45 minutes que j'attends que tu me serves et que j'aurais pu potentiellement t'acheter un sampler à 1 500 €, mais bon, va te faire foutre, quoi. Au début des années 2000, la scène drum and bass a vachement évolué et est devenue beaucoup plus dark, beaucoup plus techno aussi. Et il y a eu la scène New School Breaks qui a émergé autour de 2003. Ça m'a fait un bien fou parce que c'était une musique beaucoup plus groovy, sensuelle. Les gens arrivaient dans cette scène par plein de portes différentes, mais on avait tous ce point commun d'aimer ce tempo à 130 BPM, breaké, avec des basses très chaleureuses, et puis des passerelles en fait vers d'autres styles musicaux, où tout le monde est le bienvenu. Je crois qu'en fait c'est ça. J'avais vraiment envie de faire un morceau furieux. Et pour que la furie, elle soit encore plus présente, il fallait justement qu'il y ait des contrastes et des montées en pression. Le morceau commence justement par quelque chose de très doux, ces petites cloches, puis au fur et à mesure, il y a d'autres cloches qui se rajoutent et qui ne sont pas du tout dans la même tonalité. S'enrichit d'autres sons plus sombres, plus complexes. Pour arriver justement sur ces flûtes comme une espèce d'appel à la résistance, on sait rien, enfin bref, un truc un petit peu fier comme ça. De rebasculer après dans ce break, où là par contre on est dans une phase plus lente,
plus introspective. Et ensuite, on repart sur une dernière partie où là, par contre, c'est la folie. Comme moi, Flore a grandi sans Internet, et donc sans tuto, et sans groupe de copains auprès desquels se rencarder. C'était pas gagné. Heureusement, elle a fini par trouver un magasin de musique où les gars l'ont accueillie poliment. Mais on peut dire qu'elle a tout appris toute seule. C'est bon, c'est sucré. Non, c'est pas sucré. C'est un goût spécial. Ah, t'en veux pas? T'as goûté. C'est fort. Avant de faire du beatmaking, j'ai toujours créé, j'ai fait du dessin, j'ai écrit. Je suis aussi la maman de merveilleux enfants. Que te dire de plus Parvin, a.k.a. The Marv, est beatmakeuse hip-hop instrumentale. Elle a réussi l'exploit de grandir dans le 93 sans jamais avoir écouté de rap. Elle retrace ici la jeunesse du morceau Blind Reminiscence. De la même manière que je crée de la musique pour partager avec des gens et créer des ponts entre moi et les autres, je cuisine pour, pareil, partager et transmettre. Ça coule de source, quoi. Nourrir des bouches. Et ben, ça commence pas devant le bureau. Ça commence à des endroits très divers et à des moments très divers. Généralement, ça naît d'une frustration, de quelque chose que j'ai envie de dire, d'une histoire que j'ai envie de raconter. J'y mets les personnages que je souhaite. Les personnages peuvent être des sentiments qui se confrontent. Et j'essaye d'imaginer comment ces protagonistes vont pouvoir être incarnés par une piste musicale. Quand j'étais plus jeune, chez moi, tout ce qui était artistique était très contrôlé. C'est-à-dire que pour le dessin et pour la peinture, par exemple, comme ma mère avait une vision assez rigoriste d'un certain islam qu'elle pratiquait, eh ben, je ne pouvais pas, par exemple, faire du figuratif. C'était complètement proscrit. Écouter de la musique aussi. Parce qu'il y avait certains instruments qui sont, entre guillemets, interdits dans la religion musulmane, notamment les instruments à vent et les instruments à cordes. Donc ça a été une succession de déceptions quant à la création quand j'étais jeune. Mais je n'ai jamais arrêté de tenter, de trouver un moyen, de trouver un média. J'avais un poste radio que j'avais caché sous ma couette et j'écoutais entre 2 et 4 heures du matin de sombres fréquences FM que je ne saurais pas te donner aujourd'hui, mais je sais que ça parlait anglais par moment, donc très vite, voilà. La première musique que j'ai écoutée, pour moi, c'était le rock de Liverpool. Tu vois, je crois que c'était ça que je captais à ce moment-là. Il y avait les chansons que nous chantaient nos parents. Donc des sortes de berceuses ou de chansons de films indiens. Les rares musiques que j'avais le droit d'écouter, je les écoutais de manière répétée, tous les jours. Je les connaissais par cœur. Je devenais monomaniaque des rares produits culturels auxquels j'avais accès. Pour le morceau que moi je vais te faire écouter aujourd'hui, qui s'appelle Blind Reminiscence, c'est l'histoire de l'héritage. La place du souvenir comme moyen de maintenir vivant un héritage culturel qui est quand même distant de moi. Mes parents m'ont pas enseigné les langues du pays. Je suis pas du tout intégrée dans ma communauté, entre guillemets, de Sri Lankais en France. Donc, qu'est-ce que signifie l'héritage pour moi et comment est-ce que je vais pouvoir le traduire en musique ?
Il y a beaucoup de gens qui samplent la musique indienne et qui cherchent un certain groove, un certain côté funky. Voilà. Moi c'était pas ma démarche, si tu veux. J'ai samplé des segments de musique qui n'étaient pas forcément les plus attractifs dans le morceau, par exemple, mais qui, pour moi, signifiaient quelque chose de particulier. Mais je savais que cette chanteuse avait une voix magnifique et que je voulais sampler. En fait, j'ai samplé essentiellement sa voix. Le fait que je répète les petits samples de voix, c'est parce que je voudrais retraduire le fait que la mémoire et le souvenir, c'est une banque de données dans laquelle on peut revenir, repuiser. Je veux pas que ce soit juste un son qui s'écoule. Parce que ce que je veux traduire, c'est du souvenir. Donc il faut qu'il y ait des retours en arrière. Il y a longtemps, j'ai voulu être astrophysicienne. J'ai eu mon bac scientifique avec mes super bonnes notes. Et après, je suis partie faire un petit tour à Jussieu pour voir comment ça se passait là-bas. Et j'ai vu des gars, tu vois. Surtout qu'à l'époque, faut quand même dire que j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. Qu'à Aulnay-sous-Bois, les Sri Lankais, c'est vraiment la minorité de la minorité. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au Renoir. Que j'étais une meuf, que ma mère nous a gardés à la maison 100% du temps, moi jusqu'à mes 18 ans, que pour quitter la baraque, j'ai dû me marier. Enfin, tu vois, donc déjà, je partais de loin. En plus, je partais pas juste un petit hijab, tu vois. J'avais le long truc noir. Voilà. J'ai eu peur, mais j'avais raison. Parce que les études supérieures, pour les filles qui avaient mon profil à l'époque, et je pense que celles qui ont le même profil aujourd'hui, c'est la même chose, c'est un milieu hostile. On s'imagine forcément que t'es aliéné, que t'as aucun désir autre que de fonder une famille et de vivre ton islam et de le propager. Voilà, que t'es prosélyte. Ça te colle à la peau, tu vois. Quasiment tout le reste des arrangements que j'apporte viennent aussi, mais pas seulement, donner une couleur un peu plus froide pour les batteries urbaines, tu vois, pour les nappes un peu éthérées, parce que si j'avais mis des sons chauds, des maracas, des petits, tu vois, je voulais pas tomber dans une caricature de la musique indienne. Si tu veux, c'est pas ma place. J'avais envie que l'on réalise que ce n'était pas la musique faite par une Sri Lankaise qui habitait au Sri Lanka. Je voulais pas raconter une histoire qui n'était pas la mienne. Je voulais pas faire semblant de maîtriser parfaitement. Tu vois, je voulais pas non plus que ça donne le sentiment que j'arrivais et que je piochais dans cette musique comme une touriste. Non. C'est-à-dire qu'on devait sentir et le respect et une certaine forme d'humilité, et le fait que je suis parisienne, que je suis quand même occidentale, je suis une enfant d'immigrés sri-lankaise en centre-ville d'une capitale cosmopolite qui raconte une histoire et qui essaye de raccrocher les wagons avec sa culture. Et c'est ça que ça raconte. Je devais avoir 25 ans à l'époque. Je venais de divorcer de mon premier mari. Je me suis mise avec mon nouveau mec, Fabio. Je suis tombée enceinte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était l'amour fou. Et je me faisais chier comme un rat mort à la maison parce que on m'avait alité, parce que j'avais un décollement du placenta. Et donc je me faisais chier, mais c'était infernal. Et mon mec, qui était beatmaker à l'époque, me dit qu'il a des machines qui traînent de cette époque-là, les années 90. Donc moi, je l'encourage, je lui dis, vas-y, branche-les, tu vas pouvoir t'amuser, et ça va être sympa, etc. Il s'y met, il produit du son, sauf que moi, qui suis derrière alité et qui suis obligée d'écouter, en plus c'est de la musique répétitive, hein. Donc voilà, je l'écoute faire sa musique répétitive, et évidemment, j'ai mon grain de sel à mettre.
parce que tout ne me plaît pas. Donc je commence à lui dire, tiens, tu mettrais pas un boing là, tu mettrais pas un tchac là. Bref, à cette époque-là, je ne savais même pas ce qu'était une grosse caisse, une caisse claire, une cymbale, enfin, jusqu'à l'agacer au plus haut point. Et qu'il me dise, écoute, si vraiment ça te passionne, tant que ça, pose tes fesses là et produis quelque chose. Et moi qui n'aime pas être défiée, évidemment, je le prends au mot et je lui dis, ok. Lui, la manière dont il a appris le beatmaking, c'était clic de potes dans une chambre à se fumer des joints et à bidouiller. Moi, c'était pas du tout mon approche. J'ai pris mon cahier, petit carreau, voilà, très académique. Et je lui dis, bon, on commence. Il m'explique comment on utilise le sampler Akai CD3000 avec les disquettes, tu comprends, c'est hype de ouf, machin. Certes, j'apprends. Ensuite, Ableton, bon, je comprends. Et je crois, 4 mois et demi plus tard, je sortais mon premier EP, Malayalam Beat volume 1. À partir du moment où j'ai quitté le domicile de mes parents, j'ai saisi toutes les opportunités pour créer. Toutes. Écrire, je me suis remise au dessin, je me suis remise à la peinture. Il n'était pas question que je laisse passer une opportunité de m'exprimer. Et donc là, le beatmaking, c'était une nouvelle opportunité pour moi, un nouveau média. Donc j'allais pas laisser passer ma chance, j'allais pas le regarder faire et saliver. C'était pas possible. J'en ai rêvé, Vicky, Flore et Parvin l'ont fait. Passer des nuits blanches en studio, maîtriser comme personne un synthé analogique made in Russie et apprendre à se servir d'un sampler au lieu d'envier son mec sans le savoir. Merci à elle et à toutes les autres beatmakeuses que j'ai découvertes au cours de ce travail. Méconnues et peu visibles, j'en ai pourtant repéré suffisamment pour en faire 20 épisodes, soit 2 autres saisons de Beatmakers. Voici leurs noms. Wandagger, Fonge, Soudan Archive, Yami, Lowleaf, Esther, Pénélope, Antenna, Sadiva, Karami, Sarah the Instrumentalist, Cheetah, Rainy Soul, Bay Chulji, Tala, Handicat, Ivy, Emisa Luzna, Desadom, Fishdoll, Emeraldia Ayakashi, Daz, Endimar, Marigold, Gilesk, London Elixir, Halifor, Senekabi. Arte Radio.com